Рады вам всем. Сегодня вот гости приехали, тоже осветили нашу семью. Желаем всем мира, добра, пускай у всех все будет хорошо. Ахмад Сила! Il faut toujours compter les mentalités de Tchétchènes. Alors vous venez de voir la bande-annonce du documentaire sur la Tchétchénie. Aujourd'hui on est avec Charles qui va répondre à plusieurs de nos questions. Bonjour Charles. Bonjour Julie. Alors pour commencer Charles, c'est quoi la Tchétchénie ? La Tchétchénie, c'est une république autonome intégrée au sein de la Fédération de Russie. C'est un petit territoire de 17 300 km², pas tellement peuplé puisqu'on compte 4 millions et demi de Tchétchènes maximum. Et c'est un territoire qui est situé au sud-ouest de la Russie, entre la mer Caspienne et la mer Noire. Les Tchétchènes, la Tchétchénie, c'est un peuple et un territoire que les Russes connaissent bien puisque les Tchétchènes se sont opposés pendant des dizaines et des dizaines d'années aux Russes, notamment au XIXe siècle. Et la figure de la résistance tchétchène à l'époque, c'est l'imam Shamil, qui est toujours très présent, omniprésent dans l'imaginaire et dans l'histoire tchétchène, qui a d'abord combattu les Russes avant de se rallier, puisque les Russes ont fini par intégrer ce territoire rebelle au sein de l'empire des Tsars, puis l'ont conservé du temps de l'URSS et l'ont conservé de haute lutte, puisqu'il y a eu 2 guerres pour ce faire dans les années 90 et au début des années 2000. Alors ce territoire, il est très important pour les Russes parce que pendant des siècles, les Russes sont en concurrence, en compétition d'abord avec l'Empire ottoman qui occupe une partie du Caucase et une partie des bords de la mer Noire. Et donc intégrer le Caucase, conquérir le Caucase pour les Russes, c'était fondamental pour se protéger de l'Empire ottoman, des Tatars. Et puis aussi parce que c'est un territoire sur lequel, on le verra plus tard, les Russes découvriront du pétrole, des ressources minières, et parce qu'il est le point de jonction entre la mer Caspienne et la mer Noire. Et c'est stratégique pour les Russes puisque cette région permet l'acheminement du pétrole via des pipelines entre ces deux mers. D'accord. Et pourquoi avoir voulu faire finalement un documentaire sur les Tchétchènes ? C'était quoi le but du documentaire ? En fait, la raison principale, c'est que les Tchétchènes font souvent l'actualité. On en entend souvent parler, régulièrement parler. D'abord, il y a quelques années, puisqu'il y avait eu des émeutes, notamment à Dijon, entre communautés d'origine maghrébine et tchétchène. Mais aussi parce que, ils ont été impliqués dans un certain nombre d'actes criminels, d'actes terroristes, comme les assassinats de Samuel Paty et de Dominique Bernard. On les a vus aussi beaucoup en Syrie, aux côtés de l'État islamique, contre les forces du régime de Bachar el-Assad. Ils faisaient d'ailleurs partie des meilleures troupes de l'État islamique, parce que les Tchétchènes ont, dans leur identité, je dirais même quasiment dans leur patrimoine génétique, d'être des montagnards et des guerriers, disciplinés, ultra motivés et prêts à tout. Et donc ils ont aussi défrayé la chronique de cette guerre en Syrie. Et puis plus récemment, à partir de février 2022, lorsque Vladimir Poutine a déclaré la guerre et a procédé à l'invasion de l'Ukraine, eh bien, les troupes de Ramzan Kadyrov, qui est le président de cette république autonome, eh bien, ont participé au tout premier combat dans le Donbass, près de Kiev aussi. Alors, près de Kiev, on n'en sait pas grand-chose. En revanche, dans le Donbass, on les a beaucoup vus pendant la bataille de Mariupol. Alors, ils n'étaient pas les seules troupes engagées. Il y avait aussi beaucoup de troupes de la République autoproclamée de Donetsk. Il y avait beaucoup de troupes aussi qui venaient de la Fédération de Russie. Mais la différence entre ces troupes régulières et les Tchétchènes, c'est que les Tchétchènes sont passés à cette occasion vraiment maîtres en l'art de la communication. Que ce soit leur président Ramzan Kadyrov, leur ministre de l'Intérieur, le chef des forces spéciales ou alors tout simplement les simples soldats tchétchènes, ils ont fait de la médiatisation de ces combats à Mariupol un argument de communication. Et donc, au point d'ailleurs que les Ukrainiens et leurs détracteurs les ont surnommés les guerriers TikTok parce que
eh bien, sur TikTok, sur Instagram, sur différents réseaux sociaux, ils étaient absolument omniprésents. Ils se filmaient quotidiennement en train de combattre à Mariupol. Voilà, donc donc ils font régulièrement l'actualité et en même temps, on les connaît très mal. On ne sait pas ce que c'est qu'un Tchétchène. On connaît mal ce peuple. Il y a beaucoup de caricatures, il y a beaucoup de mensonges. Il faut dire aussi que pour comprendre les Tchétchènes, eh bien, il faut aller à leur rencontre, que ce soit en France ou en Tchétchénie, ce qui n'est pas chose facile puisque ce sont des gens assez durs. Donc il est assez, pour pouvoir leur parler, avoir des échanges et leur poser des questions et vraiment comprendre les choses, il faut pouvoir gagner leur confiance. Et c'est pas chose facile, c'est des mois et des mois de travail pour avoir les accès, que ce soit avec la diaspora de réfugiés en France ou alors les Tchétchènes fidèles à Ramzan Kadyrov. C'est compliqué. Et donc ce reportage eh bien, est le fruit de quasiment de plus d'1 an de travail pour pouvoir apporter une compréhension de ce que sont les Tchétchènes à 360 degrés, c'est-à-dire qui sont les Tchétchènes qui sont fidèles à Ramzan Kadyrov et qui sont restés en Tchétchénie et qui se battent pour Vladimir Poutine, et qui sont ces Tchétchènes qui, au contraire, ont refusé l'allégeance au maître du Kremlin et à son lieutenant dans le Caucase et qui sont partis se réfugier, notamment en Europe et en France. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus justement de cette fracture qu'il y a chez les Tchétchènes, en fait, qui sont vraiment divisés par deux? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment s'est fait cette fracture et peut-être comment les gens le subissent aussi en France ou en Tchétchénie? Alors effectivement, quand on parle des Tchétchènes, il faut bien comprendre que ce n'est pas un bloc monolithique. Et pour les comprendre, il faut comprendre que cette communauté tchétchène, elle est fracturée depuis le début des années 2000. Au début des années 2000, intervient la seconde guerre de Tchétchénie. Et cette guerre de Tchétchénie, elle voit l'éclatement de cette communauté tchétchène qui, pendant 10 ans, a été rebelle à Moscou, puisque depuis l'éclatement de l'Union soviétique, la Tchétchénie était un pays rebelle. Et l'ensemble de la population tchétchène, d'ailleurs, était rebelle et résistait à l'influence de Moscou. Il faut se souvenir qu'en 1995, à la fin de la première guerre de Tchétchénie, il y a un accord passé entre Moscou et Grozny. Et cet accord de paix, en fait, il accorde de facto une indépendance aux Tchétchènes. Alors, ce n'est pas rédigé comme ça. Officiellement, la Tchétchénie est toujours membre de la Fédération de Russie, mais sur le terrain, en fait, les Tchétchènes prennent leur indépendance. Et quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir en début 2000, il est clair qu'il va faire de la sécurité de la Tchétchénie et de la lutte contre toute velléité indépendantiste une de ses priorités. Et quand il arrive au pouvoir, eh bien, une partie des Tchétchènes perçoit sa détermination et les moyens qu'il est prêt à engager pour mater toute rébellion et faire revenir dans le giron la Tchétchénie. C'est notamment le cas du clan Kadyrov. Et plutôt que de voir le pays à nouveau détruit par des années de guerre, eh bien, il préfère sceller un pacte, une alliance avec Vladimir Poutine. Et l'alliance que propose Poutine, c'est un peu du gagnant-gagnant, puisque la Tchétchénie, à l'époque, c'est un territoire pauvre, et que sans les subsides de Moscou, il n'y a aucun développement possible. Et donc Poutine propose à Kadyrov eh bien, un soutien financier qui va permettre le développement de cette république. Et surtout, il lui garantit que l'identité tchétchène sera respectée, que les Tchétchènes pourront retourner à leurs fondamentaux identitaires,
et à la pratique religieuse. Et c'est 2 points clés parce que sous l'URSS, eh bien les communistes ont systématiquement nié, d'ailleurs pas qu'en Tchétchénie, mais les identités locales et la pratique religieuse qui ont été sévèrement réprimées. Et donc ces 2 points, Poutine les garantit et s'attire par là même eh bien, les bonnes grâces, en fait, le soutien d'une très grande partie de la communauté tchétchène qui se rallie derrière le père de l'actuel président Ahmad Kadyrov. Ahmad Kadyrov qui est le chef d'un des clans les plus puissants. Et cette personne réussit à fédérer derrière lui la majorité des Tchétchènes qui va soutenir son action de bras armé de Vladimir Poutine dans le Caucase. Et c'est notamment grâce à cette implication tchétchène au clan Kadyrov que Poutine va réussir à mater et à éradiquer d'abord la présence de rebelles qui refusent cette alliance, mais aussi la présence de mouvements djihadistes qui, durant cette deuxième guerre de Tchétchénie, nourrissaient l'espoir de pouvoir battre les Russes, évidemment, mais surtout de créer un grand califat qui englobe la Tchétchénie, mais pas seulement. Ils souhaitaient aussi conquérir le Daghestan, l'Ingouchie, l'Ossétie, l'Abkhazie, et créer avant l'État islamique en Syrie, qui aussi souhaitait créer un grand califat, et qui a réussi en partie, eh bien à l'époque, ces djihadistes tchétchènes eh bien, souhaitaient créer un grand califat et pas seulement se battre pour l'indépendance de la Tchétchénie. Et dans leur initiative, ils ont attiré notamment beaucoup d'étrangers, des Algériens, des Jordaniens, des Subsahariens, qui sont venus les aider dans ce djihad sur terre russe. Et il était évidemment dans les priorités de Vladimir Poutine d'éradiquer cette première forme de djihad sur le sol russe. Et pour ça, l'action du clan Kadyrov a été absolument fondamentale. Et en quelques années, eh bien, ils ont réussi à pacifier ce territoire et à le mettre en coupe réglée sous l'autorité du Kremlin et d'Ahmad Kadyrov, puis de son fils, puisque Ahmad Kadyrov est victime d'un attentat en 2004 et c'est son fils qui prend la tête de la Tchétchénie. Et donc évidemment pendant cette guerre il y a énormément de morts, hein. Il y a des combats qui sont intenses, qui sont très violents, menés côté russe par le ministère de la Défense, par les forces spéciales, donc comme je le disais avec les unités tchétchènes du président Kadyrov. Mais il y a une partie de la communauté tchétchène qui refuse de se soumettre, qui comprend qu'ils perdront la guerre et qui décide eh bien, de partir et de trouver l'asile politique, de se réfugier en Europe et notamment en France. Et c'est ce qu'on appelle donc cette communauté, cette diaspora tchétchène, qui n'est pas très nombreuse, puisqu'en France, c'est entre 30 et 35 000 personnes qui sont installées un peu partout sur le territoire. Il y en a aussi dans d'autres pays d'Europe, il y en a beaucoup en Allemagne aussi. Et ces Tchétchènes, donc depuis 20 ans, ils vivent en exil parce qu'ils s'opposent toujours farouchement à la fois aux Russes, au président Poutine, mais aussi au président Kadyrov et à son clan. Et ils savent que retourner en Tchétchénie, eh bien, c'est l'assurance d'être arrêté et de terminer sa vie en prison. Donc ils ont construit leur vie professionnelle, personnelle en France notamment, mais ils conservent toute leur identité tchétchène, et c'est ce qu'on peut voir dans le documentaire, c'est-à-dire que ils parlent le tchétchène, ils transmettent la langue à leurs enfants, ils conservent leurs traditions et surtout, ils conservent
la volonté eh bien de pouvoir un jour retourner en Tchétchénie, mais ils le savent. Cela ne pourra se faire que lorsque, si eh bien, le pouvoir russe actuel s'effondre et si le président Kadyrov aussi eh bien, est déchu, démis de ses fonctions, qui est obligé de partir. Alors, ils ont conscience que c'est un rêve, c'est-à-dire que c'est très compliqué. C'est très compliqué que cela se produise. Mais cette volonté, elle reste chevillée au corps. Et pour certains, d'ailleurs, eh bien, le conflit en Ukraine, comme on a pu le constater, c'est l'occasion de régler ses comptes avec les Russes, avec les Tchétchènes de Kadyrov. Et donc, on a des dizaines, peut-être quelques centaines de combattants tchétchènes qui sont des réfugiés en Europe, eh bien, qui sont partis combattre aux côtés de l'armée ukrainienne. Et donc en Ukraine, comme d'ailleurs en Syrie il y a quelques années, on retrouve face à face eh bien, des Tchétchènes, peut-être d'anciens voisins, peut-être des cousins qui sont de part et d'autre de la ligne de front. Et je dois le dire, puisque c'est une question qu'on a abordée avec les uns et avec les autres, pour les deux, c'est vraiment le règlement de compte. C'est-à-dire que les Tchétchènes, les combattants de Kadyrov, les soldats de Kadyrov ont comme priorité d'éliminer ces Tchétchènes qui sont côté ukrainien. Et ceux qui servent côté ukrainien, eh bien, eux cherchent eh bien, à causer un maximum de pertes aux soldats de Kadyrov ou aux soldats russes. Donc, tu parles vraiment d'un peuple fracturé, divisé. Tu parlais aussi tout à l'heure de devoir créer de la confiance avec les gens pour avoir des témoignages. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça? Comment s'est passé le tournage en Tchétchénie et avec les Tchétchènes de France, du coup? Alors nous, ce qu'on souhaitait, c'était donner une vision à 360 degrés de la problématique, qui est complexe. Qui est complexe parce que il faut pouvoir travailler des deux côtés. Donc c'est compliqué, parce que souvent dans des reportages, pas sur ce sujet, mais souvent dans des reportages, quand tu couvres un côté, eh bien, les adversaires, l'autre côté refuse que tu travailles avec eux, que tu puisses tourner. Donc c'était pas évident, mais on a réussi à le faire. Alors ce qui est bien, c'est que en Tchétchénie, on a eu accès aux forces spéciales de la police tchétchène, donc ceux qui sont engagés en Ukraine, notamment à Elibek, qui est qui a combattu sur le front ukrainien, qui est devenu instructeur dans le centre de formation des forces spéciales de la police tchétchène, à Grozny. Aussi à sa famille, notamment à son frère, qui est président de la fédération tchétchène de MMA. On a eu accès évidemment au ministre de l'Information, Ahmed Doudaïev. On a pu voir quelle était la vie à Grozny, la vie quotidienne à Grozny, la pratique religieuse, tout un tas de choses, la vie au sein d'une famille tchétchène. Et puis, on a réussi à suivre des Tchétchènes en France. Et là aussi, avoir leur quotidien, leurs aspirations, ce qu'ils souhaitent, leur détermination aussi, j'en parlais il y a un instant, à conserver leur identité et à résister aux Russes et peut-être un jour à pouvoir revenir dans leur pays natal. Et en Tchétchénie, comment les Tchétchènes voient-ils les Français et la France ? Je crois qu'il y a les Tchétchènes de Tchétchénie connaissent assez mal la France, puisque venant de la Fédération de Russie, je dirais c'est surtout des Russes qui viennent. Des Tchétchènes de Tchétchénie, il y en a finalement assez peu comme touristes. Donc ils ont une vision qui est un peu amoindrie, enfin qui est mince, de ce qui se passe ici. Malheureusement pour nous, ce qu'ils retiennent essentiellement, c'est
c'est l'actualité politique, c'est-à-dire l'action d'Emmanuel Macron, qu'il juge évidemment, au regard de la guerre en Ukraine, très hostile, mais aussi les faits de société et plus généralement d'ailleurs dans l'Occident, des lois sociétales qu'il juge dangereuses et même sataniques. Et ils font un focus tout particulièrement sur l'action des lobbies LGBT. Ils nous ont parlé de l'euthanasie, de la GPA, de la PMA, évidemment de la Gay Pride. Voilà, tout ça, ils trouvent ça, comment dire, ils trouvent que c'est un repoussoir, que la France est un pays décadent, et surtout ils perçoivent à la fois ses valeurs et l'action d'Emmanuel Macron comme des provocations et aussi comme une menace pour eux. Et c'est une des raisons de leur engagement aux côtés des Russes globalement, mais dans la guerre en Ukraine en particulier, puisqu'ils perçoivent ce soutien occidental apporté par la France, notamment à l'Ukraine, comme une co-belligérance claire, avec pour objectif de faire tomber le pouvoir de Vladimir Poutine, le pouvoir du président Kadyrov, et d'exporter en Russie eh bien, toutes ces valeurs qu'ils peuvent voir sur Internet notamment. Et pour eux, c'est insupportable. Et ça fait partie de... C'est peut-être même la priorité numéro 1 dans le combat qu'ils mènent en Ukraine, c'est de se prémunir des valeurs occidentales. Voilà. Et dans le documentaire, on parle aussi des oligarques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet ? Oui, alors, ça a trait au contexte de la guerre en Ukraine, qui a changé beaucoup de choses. Dans ce contexte, les Tchétchènes, les Caucasiens, ont pu avoir 3 genres de réactions. Tu as ceux qui sont restés fidèles à Kadyrov, au pouvoir en place, à Vladimir Poutine, et qui sont restés à la vie civile ou qui sont partis se battre sur le front du Donbass, mais qui sont restés fidèles et qui soutiennent l'action du président russe et des leaders politiques locaux. Tu as, comme je le disais, ceux qui sont partis depuis longtemps et qui évidemment sont engagés dans cette lutte à mort contre les Russes et contre leurs anciens frères tchétchènes. Et puis tu as ceux, notamment c'est le cas d'oligarques, puisqu'il faut avoir beaucoup d'argent pour le faire, qui sont partis, et on prend le cas dans le documentaire d'un richissime homme d'affaires, Magomed Gadjiev, qui a été lui 15 ans député à la Douma, qui a été l'étoile politique du Caucase à Moscou pendant des années, qui a été vraiment engagé aux côtés de Vladimir Poutine, puisque cette personne députée à la Douma est à l'initiative de la loi de rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie, et aussi de la loi pour la lutte contre les agents étrangers en Russie, notamment américains. Donc c'est quelqu'un qui était très engagé au sommet de l'État russe, dans la politique russe, et puis qui, quand la guerre se déclare, prend peur et part d'abord au Moyen-Orient, à Abu Dhabi, à Dubaï, puis aux États-Unis, à Miami, et qui pendant un temps va essayer, ne sachant pas très bien comment les choses vont tourner, de donner des gages à ses amis russes, raison pour laquelle il organisera un certain nombre de convois humanitaires en direction du Donbass pour aider les soldats caucasiens qui s'y battent, mais qui en même temps va essayer de donner des gages aux Ukrainiens, puisqu'il vit à Miami, il vit aux États-Unis, il voyage beaucoup en Europe, et donc
il essaie de s'assurer une sécurité des deux côtés, en attendant vraisemblablement de voir de quel côté le vent va tourner. Le problème pour lui, mais il n'est pas le seul dans ce cas-là, il y a beaucoup d'oligarques russes qui ont fait défection et qui sont dans le même cas de figure, c'est que il est très difficile de ne pas choisir. Et qu'en fait, quand tu ne choisis pas, eh bien, tu es un peu rattrapé par la patrouille. Et c'est ce qui lui est arrivé, puisque les Russes et les Ukrainiens ont perçu cette tentative de double jeu. Donc les Russes ont une réaction immédiate, c'est qu'ils l'ont placé sous mandat d'arrêt. Il est recherché pour plusieurs choses. D'abord blanchiment, escroquerie, mais aussi pour crime et pour financement du terrorisme. Donc lui, en Russie, il a la totale. Il ne lui est plus possible d'y mettre un pied sans partir immédiatement en prison. Le problème, c'est que bien que vivant entre les États-Unis et l'Europe, la situation s'est beaucoup dégradée aussi pour lui. Parce que, à l'initiative d'un député très en vue à Kiev, Goncharenko, eh bien, Magomed Gadjiev est aujourd'hui l'une des cibles principales pour le pouvoir ukrainien qui souhaite le voir mis sous sanction. Et donc, comme on le montre dans le reportage, mais je le redis, il n'est pas le seul dans ce cas-là, eh bien, sa priorité aujourd'hui est de sécuriser sa présence en Europe ou aux États-Unis, et pour ça, d'obtenir un passeport européen qui lui permettrait eh bien, d'échapper aux sanctions et de pouvoir construire une vie à moyen long terme en Europe, loin des Russes. Et c'est toute la difficulté qui se pose en ce moment, c'est que quand tu es mis sur la liste des sanctions ou des personnes que les Ukrainiens souhaitent voir sanctionnées par l'Union européenne ou par les États-Unis, eh bien, c'est très compliqué d'y échapper parce que les demandes ukrainiennes, en général, eh bien, font mouche et il est très difficile de résister à la pression du lobbying ukrainien, que ce soit à Bruxelles ou à Washington, quand ils ont décidé de te mettre sous sanction ou de te faire extrader vers l'Ukraine, eh bien, c'est vraisemblablement très compliqué. Et c'est aujourd'hui le principal risque pour lui, c'est cette mise sous sanction ukrainienne, européenne et américaine. Voilà, donc on explique ce cas on fait un focus sur ce cas de figure, mais évidemment, il y a beaucoup de députés, d'anciens députés russes, qui ont pris le chemin de l'exil. Et d'ailleurs, il y a 15 jours à Varsovie, juste avant le sommet de l'OTAN, il y a une bonne soixantaine de députés, ex-députés russes, qui se sont réunis et qui ont essayé de trouver un accord, de se fédérer pour créer une opposition politique crédible à Vladimir Poutine. Et ce groupe d'anciens députés, eh bien, il propose une opposition radicale au maître du Kremlin, y compris par la force. Donc, c'est ce qui a été mentionné, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de ménager la chèvre et le chou, et que quand tu es ciblé par le Kremlin, quand tu es réfugié en Europe, quand tu as occupé les plus hautes fonctions politiques en Russie, eh bien, soit tu te fais très discret, soit tu pars dans la voie de l'opposition politique radicale. Et donc Magomed Gadjiev n'est pas du tout un cas isolé. Il fait partie de ces personnalités qui aujourd'hui sont ciblées par l'un ou l'autre camp, voire par les deux camps. Et donc c'est évidemment très compliqué. Ok. Merci Charles pour toutes ces précisions. Où est-ce qu'on peut retrouver le documentaire? Où est-ce qu'on peut le visionner? Alors, ce documentaire est en 2 épisodes. Le premier épisode est consacré aux Tchétchènes, aux réfugiés politiques en France. Le deuxième épisode est consacré aux Tchétchènes, aux troupes de Kadyrov, à ces forces spéciales de la police tchétchène, à la vie à Grozny, à la vie en Tchétchénie. Et ces 2 épisodes sont à retrouver sur l'application mobile Omerta, qui est téléchargeable sur Apple Store, Google Play
ou via notre site internet www.omertamedia.fr. Et moyennant un abonnement de 4,99 € sans engagement, eh bien, nos amis abonnés auront accès à l'ensemble des reportages, à l'ensemble des documentaires produits par Omerta. Évidemment, à ce reportage sur les Tchétchènes, mais à tous les autres reportages, ceux réalisés en Ukraine, au Liban, en Afghanistan, au Kosovo et sur les thématiques nationales et sociétales qu'Omerta traite depuis 1 an et demi. Super, bah, merci Charles et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et comme vous l'avez entendu, si vous voulez voir tout notre travail, abonnez-vous à l'application Omerta. À bientôt.